Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Si vous êtes fidèle à ce podcast, je vous en remercie. Vous savez déjà que l'on échange ici avec des entrepreneurs sur leur parcours et aussi avec des experts métiers sur des thématiques bien précises. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Pierre-Henri Deballon, cofondateur de la startup WizEvent, une vieille startup comme il le dit lui-même et donc un échange rempli de retours d'expérience. WizEvent, c'est le genre de société qui a tout connu. Des grands succès, une levée de fonds, des rachats à d'autres compagnies, l'international, mais aussi quelques galères. Ponctuées de nombreuses analogies sportives, on parle de tout ça avec Pierre-Henri qui fait preuve d'une grande transparence. Je m'appelle Guillaume Comagnac, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine et vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre-Henri. Salut Guillaume. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à mon invitation, même si c'est pas vraiment moi qui ai fait l'invitation, il faut le dire. On s'est invité. On s'est auto-invité, c'est ça. Donc merci d'être là. Non, merci de nous recevoir. Première question assez classique, je vais te demander de me faire un double pitch en fait, nous présenter toi et aussi WizEvent, ce que vous faites au quotidien. Ouais. Écoute, je m'appelle Pierre-Henri Deballon, donc je suis l'un des cofondateurs de WizEvent et je suis Dijonnais et j'ai fait toutes mes études à Dijon avant de venir terminer mes études sur Paris et de monter WizEvent à Paris. Donc aujourd'hui, le siège de WizEvent est basé en région parisienne, mais le cœur est encore à Dijon. D'ailleurs, le siège social, il est chez mes parents parce que je savais que j'allais déménager. Donc quand on a créé WizEvent, j'ai fait en sorte que le siège social soit à Dijon. J'ai fait des études d'économie parce que j'adorais l'économie et puis j'adorais le sport, donc j'ai fini par une maîtrise d'économie et de gestion du sport à Dauphine, où en gros j'avais réussi à trouver, j'avais réussi à associer en fait mes deux passions, en tout cas ces deux sujets qui me bottaient et mon souhait initial, c'était logiquement de travailler dans le sport, plutôt économie du sport ou dans un club sportif où j'aurais bien aimé être une sorte de, je le dis souvent, mais d'Arsène Wenger et ça a pas ça ne s'est pas forcément déroulé comme prévu. Et en fait, assez vite, je me suis plutôt orienté sur le monde de l'entrepreneuriat parce que j'ai un papa qui est entrepreneur, donc globalement, je pense que j'ai eu une formation un peu en continu et puis que ça collait assez bien à mon caractère. Tu vois, je faisais beaucoup de handball, j'étais gardien de but et le C'est poste pas de vrai. gardien. Si, Parce si. que moi aussi j'ai passé toute ma jeunesse à faire du handball. Ah ouais? Ça OK. nous fait un point commun. Et écoute, tu vois, j'ai fait beaucoup de hand. J'ai fini, quand j'étais à Dauphine en maîtrise économie et de gestion, je jouais à Villepinte, qui était en deuxième Ok. division à l'époque. J'étais le troisième gardien. J'étais tout jeune, tu vois, je devais avoir 19 ans et on avait une super équipe. On a fini troisième, on aurait dû monter en première division. Il y avait une dizaine d'internationaux, le gardien de l'équipe de Roumanie. Enfin, il y avait une super équipe. Mais je me suis aussi rendu compte à ce moment-là de mes limites en tant que sportif. Tu vois, je pense que j'aurais pu faire un gardien peut-être titulaire en D2, mais pas forcément une grande carrière. J'aurais pas été beaucoup plus loin. Et puis bon, c'est pas non plus un métier qui paye des milliers d'essence. C'est des carrières assez courtes. Et puis cet univers un peu semi-pro, j'avais perdu le côté que j'aimais, qui était la bande de copains dans le bus, avant match, après match. Là, c'était des mecs qui venaient au travail, donc c'était un peu différent, mais passionnant parce que du coup, euh, un avant-goût du haut niveau puis beaucoup d'entraînement, puis tu vois tes limites. Enfin, c'était une période assez rigolote. Les gardiens de but, juste petite parenthèse, il faut le dire, au handball, même si c'est un sport collectif, c'est quand même un poste vraiment à part, comme dans beaucoup de sports où il y a un gardien. On dit que c'est aussi parfois un peu des têtes brûlées parce que quand tu te prends des tirs à 100 km/h, peut-être à 5-6 mètres de distance, c'est assez particulier. Donc, est-ce que ça en dit long aussi sur sur ta personnalité? Je crois que ça en dit long parce que tu sais, souvent il y a des gardiens où on leur dit: «Ben voilà, il y a personne aujourd'hui dans les buts, est-ce que tu veux y aller?» Moi, j'y étais, j'avais envie d'y aller parce que, et c'est ce que j'allais dire, c'est que ça colle assez bien avec l'entrepreneur. Hem, Parce que au handball, le gardien de but, s'il rate son match, l'équipe perd. Et s'il fait un bon match, il peut faire gagner l'équipe. Il faut aussi que les autres jouent bien, mais il est assez décisif. Et un peu comme l'entrepreneur, c'est-à-dire que s'il y a une très bonne équipe, mais que l'entrepreneur est pas au niveau, la boîte elle va avoir des grandes difficultés. Et à l'inverse, avec une équipe qui est peut-être pas aussi forte que d'autres, mais avec un bon chef d'équipe, un bon meneur, en l'occurrence là le gardien, on peut arriver à remporter le match. Donc ça joue assez. Puis il y a un côté effectivement un peu, tu le disais, un peu fou aussi. Alors c'est assez rigolo. Moi j'aime pas, enfin j'avais peur de prendre des ballons en plein visage. C'est-à-dire que t'as plein de mecs qui disent oui, ils ont pas peur, c'est des barjots et tout. Et non, j'aimais pas ça. J'en prenais pas souvent parce qu'en fait en réalité on n'en prend pas souvent.
Mais il y a aussi un phénomène qui est assez rigolo, c'est quand tu as le corps chaud, donc quand tu viens de t'échauffer, que tu es en confiance, tu ne sens pas du tout la douleur et c'est assez Mmh. incroyable. C'est-à-dire que la balle qui te frappe à tu disais à 100 km/h, quand tu as le corps chaud, tu sens absolument rien. Par contre, ce qui est difficile, c'est quand tu arrives et que tu es à froid à l'échauffement, c'est un peu plus dur. Bon, ouais, intéressant. Bah, parenthèse handball peut-être un peu terminée. En plus, finalement, on enregistre le lendemain de la qualification des L'équipe de Bleus France, ouais. pour le nouveau tournoi olympique, donc Et tant d'ailleurs, le mieux. gardien, Yann Gentil, était le deuxième gardien à Villepinte. Eh ben, Donc tu vois, il y avait voilà. une sacrée équipe de gardiens et j'avais devant moi l'un des futurs gardiens de l'équipe de France et le gardien de l'équipe de Roumanie. Donc non, c'est des moments rigolos avec des mecs assez brillants, quoi. Excellent. Et donc là, ouais, tu poursuis, tu t'aperçois que bon, le côté peut-être plus économie entrepreneuriat prend peut-être plus de plaisir Oui. versus le côté sportif, cardio Bah, parce sportif. qu'en fait, je trouvais que moi, ce que j'aimais dans le sport, c'était la compétition, donc le haut niveau, essayer d'atteindre l'excellence et ainsi de suite. Et je trouvais que dans le monde des clubs sportifs, dans le monde des fédérations, peut-être pas forcément chez les équipementiers où là, c'était vraiment le monde de l'entreprise, mais je trouvais que c'était très amateur. Mmh. Et je retrouvais pas cette passion de la compétition. Et comme dans beaucoup de secteurs, à l'époque, je me disais que c'était les meilleurs qui étaient en poste. Et en fait, en réalité, c'est beaucoup lié au réseau. J'avais pas de réseau dans le sport, donc j'avais galéré pour trouver un stage et ainsi de suite. Et puis j'en avais été un petit peu déçu en me disant, bah finalement, si je reviens un jour dans le sport, je veux revenir par la grande porte. Et pour ça, il vaut mieux que je parte dans le monde de l'entreprise, que j'ai une très belle carrière. Je sais pas, par exemple, être un très bon directeur marketing. Je m'étais toujours dit que la façon d'être le directeur marketing du PSG ou d'un grand club, c'était d'être un très bon directeur marketing dans le monde de l'entreprise et d'avoir cette passion pour le sport, c'est assez facile finalement à réappliquer ensuite. Ce qui est de plus en plus le cas en plus, Et vraiment. oui, Aujourd'hui, on le voit, hein. D'ailleurs, les postes clés sur ces, ça c'est comme très tu le dis, professionnalisé. Ouais. exactement. Ouais. Avant, c'était souvent l'ancien joueur, Mhm. mais tu vois, il y avait des cas où c'était la femme de l'entraîneur qui était au marketing. Alors, ça veut pas dire qu'elle avait pas le niveau, mais je trouvais ça un peu étonnant, tu vois? Ça faisait un peu, le poste de complaisance et je me disais que c'était pas le truc que j'aimais, dans le sport donc et puis après je suis plutôt parti sur la partie entrepreneuriat, donc j'ai fait un master d'entrepreneuriat à l'ESCP, master Innover Entreprendre. Au fond, c'est un peu bizarre parce que j'ai toujours pensé que l'entrepreneuriat s'apprenait pas et que c'était plutôt un état d'esprit, mais c'était la seule formation bac+5 qui me plaisait et en plus ça me permettait de mettre à mon CV un diplôme cool avec une grande école de commerce. Mhm. Hem, mais pour la petite histoire, tu vois, j'ai fait Dauphine et l'ESCP et l'endroit où j'ai appris le plus de choses, c'est à l'université de Bourgogne parce que j'ai fait un doc déco à l'université de Bourgogne et ben, c'est là où les cours étaient du meilleur niveau et c'était là où c'était le plus dur d'avoir de bonnes notes. Mais au Heu final, après, tu l'as dit en plus dans ton introduction, le monde aussi du sport et même à certains niveaux dans l'entrepreneuriat et l'économie, c'est aussi un monde de réseau. Et au final, oui, Dauphine et le alors SCP, voilà, c'est ça, c'est ce que c'est tu quand même achètes. beaucoup de réseaux, quoi. Exactement, c'est beaucoup de réseaux et puis, ça ouvre des portes. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un c'est un peu bizarre, hein, mais quand tu dis à quelqu'un: «Bah, voilà, j'ai fait Dauphine ou SCP», bon, bah, le mec, il te met tout de suite un tampon. Un Mhm. peu comme quand tu es dans un incubateur, on dit: «Voilà, cette société innovante, elle est dans un incubateur». Bah, voilà, comme tu es passé dans une de ces écoles, on suppose, en tout cas, que tu es, à peu près bien câblé. Et tu parles d'incubateur, ça fait une transition assez naturelle pour dire qu'il y a un incubateur à l'ESCP et vous, avec WizEvent, vous y êtes passé. Mais avant peut-être qu'on parle de ça, est-ce que l'idée de WizEvent est née aussi durant voilà tes études en fait, comment t'en viens à ce monde-là de la billetterie? Est-ce que tu as une expérience aussi avant qui est peut-être un peu significative? J'ai cru voir qu'il y avait l'organisation d'événements sportifs aussi. Exactement, ouais, bah, c'est le lien, en fait. Donc, Mhm. quand je suis à l'ESCP, en fait, on a le choix entre faire un mémoire, ça m'intéresse pas du tout, ou faire une création d'entreprise, enfin, en tout cas, de présenter un projet de création d'entreprise. Et donc à ce moment-là, il y a une grande ébullition, c'est-à-dire que donc j'entre en formation à peu près en septembre-octobre avec une vingtaine de personnes, tout le monde veut créer une entreprise et donc là, le grand truc, c'est, bah, il faut trouver l'idée. Et donc j'étais obsédé par l'idée, donc j'achetais les magazines avec les 50 dernières idées de création d'entreprise qui sont forcément des trucs éculés parce que c'est des trucs qui ont déjà 1 an ou 2, qui ont déjà été créés. Et puis je passais mon temps à réfléchir, à regarder, à lire, à m'interroger, à essayer de trouver, cette fameuse bonne idée avec Sébastien qui est devenu mon associé. On était les 2 un peu dans cette logique et puis on trouvait pas forcément et à un moment donné, mon père me parle d'un truc qu'il avait fait à Dijon. Il avait monté une association de vélo, enfin il faisait pas mal de VTT avec des copains, ils avaient décidé de créer une association pour faire une course de VTT dans la ville,
en se disant: «Tiens, on va se OK. servir des escaliers dans les parcs pour faire comme des descentes, on va passer dans des petits chemins, enfin dans des petites rues, on va essayer de faire un parcours rigolo». Et puis finalement, ils avaient jamais donné suite à ce projet. Ils m'en parlent et puis je me dis: «Mais tiens, il y a peut-être un truc, effectivement de faire ça dans la ville et par contre, on va essayer d'élargir parce que le VTT, il faut avoir un VTT, c'est de la compétition. On va essayer d'élargir le public» et donc on a créé un événement qui s'appelle Vélo Tour, qui se déroule maintenant dans une dizaine de villes. Et en fait, Vélo Tour, l'idée, c'était de dire: «On va faire un parcours urbain qui va relier la partie, on va dire, sportive de la ville avec les infrastructures sportives, qui va relier la partie industrielle, la partie commerciale avec les commerces de centre-ville, la partie d'habitation et puis on va faire de tous ces points de vie, on va faire un parcours, ça fera une sorte de fil rouge et on va passer dans des endroits, dans ces lieux, dans ces zones qui sont fermées au public ou qui sont inconnues, insolites. Donc à Dijon, on est passé dans la prison, on est passé dans un hôtel 4 étoiles, dans Ikea, enfin plein de lieux complètement fous, le stade de foot, la patinoire, la déchetterie. Et en fait, et en faisant ça, on va faire un parcours mais sans compétition. Donc le but du jeu, c'est de découvrir les lieux et pas forcément de gagner une course. Donc on a organisé ça de cette façon-là. Et aujourd'hui, donc première année, il y a 2000 participants. L'année suivante, 6000 et aujourd'hui, il y a à peu près 8000 participants par édition. Et le principe, c'est que les gens viennent avec leur vélo et tu as beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de seniors aussi. Donc c'est un événement vraiment qui est assez, qui est transgénérationnel Fédérateur, et qui fédère les familles. Et ça, c'est assez rigolo. Tu vois, on a une parité complètement folle, 50-50 hommes-femmes chaque année ou tu vois au 49-51. Et donc on a monté cet événement. Première année, on essaie de et donc on a 3 sources de revenus. La billetterie, on fait payer une inscription. On a des aides de la ville, souvent sous forme de partenariat ou de subvention à l'époque, et des partenaires privés. Donc 3 sources de revenus qui étaient à peu près à 33% chacune. Et donc la billetterie qui était un tiers des revenus, on se dit bah ok, on va vendre des billets. On est en 2006 à l'époque. On se dit on va vendre des billets sur notre site internet. Donc on a un pote qui nous fait le site internet. Et puis pour vendre des billets, bah, on va voir la Fnac. Donc on dit à la Fnac, voilà, on voudrait vendre des billets. La Fnac nous dit, bah, le problème c'est que votre événement c'est pas un événement culturel, donc je suis pas certain qu'on puisse le vendre à la Fnac. vous rentriez pas dans les cases. On n'était pas dans les cases. Ensuite, elle me dit: «Mais bon, si on peut le faire, ce sera pas avant 4 ou 5 semaines. De toute façon, il faut que vous m'envoyiez un fax». Alors j'avais pas de fax. Il faut qu'on ait, les statuts de l'association, et puis surtout, moi je lui dis: «Mais moi, ce qui est important, c'est je veux pouvoir contacter les participants en 2007, donc l'année d'après, pour qu'ils puissent se réinscrire». Et elle me dit: «Bah non, les participants, la base de données, nous appartient à nous, la Fnac, parce que, ils seront devenus clients de la Fnac et donc vous pourrez pas communiquer avec eux, vous aurez pas accès à leur mail, à leur numéro de téléphone». Et puis c'était assez cher, on vendait l'inscription à peu près 10 euros et ça coûtait 2,50 €, donc quasiment 25% de la marge. OK. Et donc de là, on se dit bon, ok, le truc est pas adapté, on va bricoler une solution avec le pote informaticien que tout le monde a. Et j'ai dit à ce fameux pote, est-ce que tu peux me bricoler une solution qui sera finalement un formulaire où les gens vont mettre leur nom, prénom, choisir le nombre de places et on le relie ensuite à PayPal pour le paiement. Et donc on fait ça. Sur les 2000 inscrits la première année, on a 60, non, 20% d'inscriptions en ligne. Tu vois, je suis un peu ambitieux. On a 20% d'inscriptions en ligne. Et l'année d'après, les inscriptions en ligne, c'est 60%, 90 et finalement 100% aujourd'hui, tout le monde s'inscrit en ligne. Donc il y avait une vraie tendance, une vraie demande à ce que les gens puissent s'inscrire et payer par carte bancaire sur Internet. Mais là, je vous apprends rien, tout le monde connaît l'essor du e-commerce. Mais plus surprenant, c'est que des organisateurs viennent nous voir et nous disent: «Ah mais c'est formidable!» En fait, on était assez visible en local parce qu'il y a pas énormément d'événements et puis que l'événement se passait dans toute la ville, donc on avait fait une grosse campagne de com. Donc on était très visible et plein d'organisateurs, enfin plein, en tout cas 4 ou 5 viennent nous voir et nous disent: «Oh, on a vu votre truc de paiement en ligne, on veut faire pareil pour notre festival, pour notre conférence professionnelle, pour notre course de vélo». Et nous, on leur dit: «Non, non, on peut pas, enfin, c'est pas adapté, PayPal, c'est en anglais, on a eu pas mal de difficultés, Puis à ce heu moment-là, c'est pas votre job, en fait, surtout, et puis c'est pas notre job», ouais, ouais. en fait, vous voyez, ces demandes arriver, plus les demandes sont insistantes, plus vous posez la question quand même? À ce moment-là, pas trop. À ce moment-là, on se dit: «Tiens, on est plus dans, on va essayer de garder une bonne relation avec eux, ils sont cool, ils nous demandent un service». On demande à notre pote informaticien, il a pas trop le temps, on leur dit: «Écoutez, non, on n'a pas le temps, puis nous, c'est pas notre métier». Puis on leur raconte aussi que c'était pas adapté parce qu'eux, ils avaient que le côté extérieur où tu vois, et je pense que tu le sais bien aussi avec ton boulot où, il y a l'aspect, le front et puis il y a Ouais, l'arrière-boutique. la partie invisible de l'iceberg. Exactement. Et nous, la nuit d'avant, on avait dû relier les formulaires, il y avait des incohérences, enfin, c'était pas adapté, le paiement se faisait en anglais. Donc l'anglais, tu vois, c'est pas non plus, c'était pas très commun, c'était pas parfait, quoi. Mmh. Et donc ils nous
demandent et nous on refuse, en tout cas on dit: «On peut pas vous aider, on est désolé» et là ils reviennent et ils disent: «Bah écoutez, en fait, on a réfléchi. C'est la bonne façon de faire que de vendre son site internet, d'avoir accès à la base de données. On a compris que vous aviez pas le temps et bah, du coup, investissons ensemble dans un logiciel» et là, ils nous proposent d'acheter, un logiciel de billetterie, donc de payer la licence et de partager le coût de cette licence. Sauf que nous, enfin, on est des vilains petits canards, mais moi, j'étais plutôt de cette génération qui avait les MP3, qui avait gravé des encyclopédies Universalis, enfin, qui craquait son Windows. Enfin, du coup, payer une licence, c'était contre nature et surtout, c'était pas forcément adapté. C'est-à-dire qu'on se disait: «OK, on va acheter une licence à un moment T. Nous, on fait des événements, sur lesquels l'inscription ne nécessite pas de certificat médical, mais celui qui fait des courses à pied, il a besoin de certificat médical. Celui qui fait, un concert de musique classique, il a besoin de placement numéroté». Donc il y avait des besoins qui étaient différents. On allait acheter une version qui allait être figée dans le temps et de là, on se dit: «Mais attends, a priori, le parti pris qu'on a eu, cette philosophie de vendre soi-même ses billets, elle répond à un vrai besoin parce que des organisateurs viennent nous voir. Les acheteurs sont là parce qu'on voit il y a une tendance à l'achat en ligne. Les organisateurs trouvent ça tellement cool qu'ils sont prêts à acheter une solution, à payer 20 000 € qu'on va partager entre nous et tout. Et ce qu'on nous propose comme technologie aujourd'hui nécessite un investissement élevé. C'est des logiciels qui ont une version à un moment T, qui n'est pas adaptée, qui est moins évolutive et tout. Et on se dit, bah en fait, prenons toutes ces contraintes, et le marché de la billetterie est un gros marché. Prenons toutes ces contraintes, celles de la Fnac, celles des logiciels de billetterie, et on va essayer, un peu comme au judo, de se servir de leur faiblesse ou de leur force pour pivoter autour et d'être plus agile. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, avec Sébastien, on n'avait pas créé de société en début sur ce projet de boîte événementielle. Depuis, c'est devenu une société. Moi, je voulais absolument créer cette société, mais Sébastien était un peu plus rationnel que moi. Il m'avait dit, écoute, c'est un business qui est compliqué. Chaque année, il faut relancer la machine, recréer un parcours et tout. Et donc, on n'avait pas encore sauté le pas. Donc moi, je faisais du conseil en stratégie. Sébastien faisait du marketing chez Orange. Et là, il y a cette idée qui vient où on se dit, mais attends, là, il y a un marché qui est énorme. Le besoin, on le connaît parfaitement. On va répondre à notre besoin. Au lieu de, on va investir toutes nos économies dans ce projet parce que c'est un projet qui a du potentiel. Et puis, on va casser toutes les barrières rencontrées. Donc, on va faire un système qui est en self-service, c'est-à-dire qui demande pas de compétences techniques, pas besoin d'avoir un pote informaticien. Il faut que Mhm. n'importe qui puisse créer sa billetterie pour un cours de yoga, pour un atelier, pour un salon, un festival, tout type d'événement. On va faire en sorte que ce soit instantané. Donc, on va casser les 5 semaines de mise en vente. On va faire en sorte que on nous demande pas d'envoyer un fax, mais que les éléments tout se fasse en ligne de façon instantanée. Que le module bancaire soit intégré, pas besoin d'aller voir PayPal, pas besoin d'aller voir sa banque, on va intégrer le module bancaire. On va donner accès à la base de données à l'organisateur. C'est lui qui prend des risques, c'est lui qui investit, et donc cette base de données, elle lui appartient et il va pouvoir capitaliser dessus pour que son événement soit un succès. On va faire en sorte aussi, et ça c'est important quand on fait un événement, quand on passe par un réseau de distribution, ça peut être la Fnac, ça peut être d'autres réseaux de distribution, ou Eventbrite, qui est un concurrent à nous américain. En fait, ce qui se passe, c'est quand on vend des billets avec eux, on est copropriétaire de sa base de données. Eventbrite, par exemple, a le droit d'envoyer des mails aux gens qui sont inscrits pour d'autres événements, qui sont des événements souvent Mhm. concurrents, parce que si vous êtes tagué comme allant à des conférences sur les startups, eh ben, vous allez recevoir des pubs pour toutes les autres conférences startups, donc pour les concurrents du premier organisateur pour lequel vous êtes inscrit. Et ça, on s'est dit non, on va pas le faire. Il faut que la base de données, elle soit que pour l'organisateur. Et donc, c'est pour ça que WizEvent, aujourd'hui, c'est une solution pour les organisateurs d'événements, pour tout type d'événements, de toute taille. Et en fait, on leur permet de vendre des billets, mais on leur apporte pas d'audience. Notre promesse, Mhm. c'est pas de dire, parce que vous utilisez WizEvent, vous allez vendre des billets. D'ailleurs, le grand public connaît peu WizEvent. On est utilisé sur les plus grands événements de France. Ouais, c'est marrant parce que je pense que pour beaucoup, moi j'ai fait l'exercice aussi avant de qu'on ait l'entretien ensemble. Je suis allé dans ma boîte mail et j'ai tapé WizEvent, tu vois, parce que je me rendais pas compte. Je connaissais moi WizEvent parce que je l'avais aussi utilisé en tant qu'organisateur. Je pense que j'étais co-organisateur d'un événement qui a toujours lieu à Bordeaux qui s'appelle l'Agile Tour. Ouais. C'est un événement gratuit autour des méthodes agiles. Peut-être que c'est en 2014 on avait dû commencer à implémenter WizEvent. Peut-être qu'avant on avait utilisé d'autres solutions. Et du coup, j'ai refait l'exercice d'aller dans ma boîte mail, de taper WizEvent. Et en fait, je me suis aperçu il y en avait plein, en fait, des billets que j'avais pris sur WizEvent, mais sans m'en rendre compte, parce que Exactement. c'est le genre de service un peu, qui devient un peu invisible, parce qu'un organisateur se l'approprie. Mm. Et ben, on va
faire tout le formulaire et tout le processus client sur son site à lui. Et à la fin, qui génère en effet l'envoi d'email avec ton ticket tout bien fait, c'est vous. Mais c'est vrai Exactement. que du coup, vous n'avez pas forcément cette grande visibilité auprès Non. des clients finaux, on va dire. Ce qui est Après, important pour nous, t'as raison Guillaume, c'est que c'est d'être connus des organisateurs mhm, et pas du grand public. Parce que personne va sur WizEvent en se disant qu'est-ce que je fais ce week-end à Bordeaux. Et on est vraiment, par contre, on essaye, on travaille dessus, et c'est aussi pour ça qu'on t'a sollicité pour faire le podcast, c'est qu'on a l'enjeu que les gens qui créent des événements, et tout le monde crée des événements parce que tout le monde est partie prenante dans une association, pour son entreprise, pour sa vie personnelle, pour la musique, pour ses passions. Et ben, le but du jeu, c'est que ces gens-là, ils se disent OK, qu'ils aient connaissance de WizEvent et qu'ils comprennent la philosophie dans laquelle on l'a fait, c'est-à-dire la philosophie d'anciens organisateurs d'événements qui veulent que leurs données leur appartiennent, que à eux, pas à d'autres organisateurs, et que la technologie soit un moyen et pas une contrainte. Et donc c'est mhm. toute la logique qu'on a eue en créant WizEvent, et la raison qui a fait qu'on a sauté le pas, c'est qu'on s'est dit mais le marché est énorme. Et d'ailleurs ça me fait penser quand on a cherché à lever des fonds, quand les fonds nous demandaient la taille du marché, moi je leur disais mais ils disaient est-ce que vous avez fait une étude de marché? Moi je disais mais non, mais le marché est énorme. Je leur disais tout le monde fait des événements, un peu comme je te l'ai dit juste avant. Et eux disaient mais oui, mais pour nous ça veut rien dire. C'est quoi? Combien de milliards? Combien de millions? Combien de structures? Et moi je disais mais c'est énorme, tout le monde fait des événements. Et on était tellement habités par l'idée, principe même de la création d'entreprise un peu standardisée, qui est de dire ok, il faut une idée, ensuite il faut faire une étude de marché, ainsi de suite. On l'avait complètement évacué. On était omnubilé par créer le produit dont on avait besoin, convaincu qu'il y avait un marché. Et je crois que là-dessus on avait raison. Ouais, et puis en plus, il n'y avait pas que vous qui avez raison, parce que c'est vrai que là, alors toi tu parles de 2006, 7, 8, là, Oui. les débuts de WizEvent, mais aujourd'hui, enfin, des services de billetterie en ligne, c'est un marché qui est énorme, comme tu le disais, et hyper concurrentiel. Donc c'est vrai que vous n'avez pas forcément non plus le profil idéal pour des investisseurs qui doivent se dire, ok, mais tu as parlé d'Eventbrite par exemple, mais il en existe plein d'autres. Comment on fait, pourquoi on devrait miser sur vous et pas sur d'autres concurrents en fait. C'est aussi ça que parfois on doit vous remonter. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question parce que ça, on n'a pas à la question pourquoi on devrait investir chez WizEvent, on a été très très mauvais parce que personne n'a investi chez WizEvent à part Sébastien et moi. Vous avez fait une seule levée de fonds, hein, On c'est a ça fait une seule levée de fonds on a fait une levée de fonds en 2012. ouais. Donc 2006, c'est le lancement de l'événement vélo. 2008, on crée WizEvent en avril 2008. Moi, je démissionne en septembre 2007. La boîte est créée en avril 2008. Et donc 2007-2012, 5 ans. Enfin, pour Ouais. lever 1 million d'euros. Et à l'époque, c'était une très grosse levée de fonds. C'est-à-dire qu'une levée de fonds en 2012 d'1 million d'euros, c'est, je dirais, au moins 5 ou 10 millions aujourd'hui. Ouais. Mais pourquoi on a mis autant de temps à lever? On n'a pas réussi à lever en business angel, on a échoué. On n'a pas réussi à lever avant avec des fonds, et j'avais essayé, on s'y est mal pris. Bah, tu vois, quand tu viens et que tu dis que t'as pas fait d'études de marché, le mec il te prend pour un farfelu. Et puis après, il y a aussi un moment où ça prend beaucoup de temps de lever des fonds. Voyant qu'on avait échoué en business angel, on s'en est plutôt servi comme une motivation en disant ok, ils veulent pas nous donner l'argent, bah on va leur prouver qu'ils ont eu tort. Donc on s'en est servi un peu comme une motivation. Et puis surtout, on s'est dit mais on n'a pas de temps à perdre avec ces gens-là. Ils comprennent rien. Nous, on a compris un truc. On leur demande de l'argent, ils veulent pas nous le donner, ou il faut faire une étude. Enfin bref, et donc allons-y, on va avancer. Faisons de la croissance. Faisons de la croissance, on travaillait comme des acharnés. Franchement, il y a un truc où on n'a pas lésiné, c'est qu'on a bossé, mais nuit et jour, les week-ends, les vacances, on prenait pas de vacances, enfin, vraiment non-stop. Et puis surtout, ça commençait à prendre, c'est-à-dire qu'on voyait un début de traction. Et donc nous, c'est ce qui nous intéressait, c'est-à-dire de développer, trouver des clients et tout. Et donc on a développé, et au final, on est un modèle aujourd'hui assez étonnant parce qu'on a levé 1 million d'euros. Mais on a remporté le FAS 500. Le FAS 500, c'est le prix de la société européenne avec la plus forte croissance dans la nouvelle tech, et qui a été gagné, donc on l'a gagné au niveau européen, mais qui a été gagné par des boîtes comme Criteo, comme Deezer, comme Google aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc on est bien plus petit que ces gens-là aujourd'hui. Alors qu'on a levé 1 million d'euros, on est aujourd'hui, alors on n'est pas dans le Next 40 parce qu'on n'a pas envoyé notre dossier, mais nos éléments de chiffre d'affaires, de rentabilité, de croissance fait qu'on pourrait y être sans souci. Euh, parce que derrière, on a réussi à trouver un marché qui est effectivement un marché très concurrentiel. Et ce que tu as peut-être pas, parce que faut connaître le secteur, c'est que c'est un marché où il y a peu de rentabilité en fait. C'est-à-dire Mhm. que c'est pas des marchés avec des très fortes marges. Donc
Dieu fait, c'est très concurrentiel. Souvent, c'est un marché de passionnés, donc des gens qui bossaient dans l'univers de la musique, de la culture, et donc qui ont été amenés à créer une billetterie. Et c'est un marché qui est assez dur à développer à l'international, c'est-à-dire que dans chaque pays, il y a des champions locaux. Ouais, mais je pense que c'est des sujets sur lesquels je voulais forcément t'amener parce que aujourd'hui vous avez une stratégie. Alors oui, certes, vous avez finalement comme levé des fonds et ce que tu dis, c'est que après, au final, ça a jamais depuis, j'ai l'impression, été une nouvelle motivation pour vous parce que vous avez plus jamais cherché à lever des fonds. Par contre, créer des partenariats stratégiques, faire des rachats, Ouais. ça a été quelque chose dans votre stratégie d'entreprise et de développement qui a été, je pense, assez charnière. Enfin. J'imagine que la question se pose pas aussi simplement de dire est-ce qu'on lève des fonds pour écraser la concurrence ou plutôt est-ce qu'on va mobiliser des fonds qu'on a chez nous pour plutôt travailler avec ce partenaire-là, peut-être faire une fusion. C'est peut-être ça aussi les réflexions que vous avez eues. Ouais, t'as raison. Et puis il y a un autre phénomène aussi qu'on dit pas, c'est que et je le reproche beaucoup à l'univers startup, on parle que de levée de fonds. Ouais, C'est-à-dire c'est vrai, que je suis d'accord avec la toi. plupart des articles dans les médias spécialisés sont liés à des levées de fonds. Classement du Next 40, c'est lié à des levées de fonds. C'est-à-dire que tu pourrais faire n'importe quoi, mais si tu as levé plus de 40 millions d'euros, tu vas être dedans. Et ce qu'on ne voit pas, mais comme pour le sport, si je reviens au sport, ce qu'on ne voit pas, c'est tous les sacrifices derrière ou ce que ça implique. Quand on voit Zidane en une de l'équipe qui porte la Coupe du Monde, on a l'impression que c'est facile. Ce qu'on voit pas, c'est que chaque année, en France, dans une quarantaine de clubs français, tu as une quarantaine de gamins qui arrêtent pas leurs études, mais qui font un saut dans l'inconnu, quittent leur famille, leurs racines pour aller faire du sport 24/24. Et au final, sur ces 800 gamins par génération, t'en as peut-être qu'une trentaine qui vont percer. Et c'est le jeu, voilà, c'est comme ça. Il y a un rêve qui est tellement fort derrière. Mais ce qu'on voit pas, c'est que derrière Zidane, il y a aussi pas mal de casses, il y a pas mal de gens qui loupent. Et c'est pareil pour les startups. Et derrière les levées de fonds, Mhm. en fait, un des trucs forts de l'entrepreneuriat, moi, ce qui me fait vibrer dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. C'est que je suis incapable d'être salarié. Enfin, j'ai beaucoup de mal à être salarié. J'ai beaucoup mais j'en suis pas fier, hein, mais c'est parce que Oui, et puis tu l'as dit, il y a un background qui va avec ça, c'est-à-dire aussi t'as grandi dans une famille qui avec un père entrepreneur, donc t'as vu aussi bien la liberté, mais aussi les responsabilités que ça et les entraîne contraintes, ouais. et les contraintes. Mais je parle aussi en Connaissance de cause. connaissance de cause, ouais. Mais il y a pas de mal. Et puis après, je te rejoins. En ce moment, il y a un grand engouement autour de la Startup Nation, etc. Tous entrepreneurs, mais en fait, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Non. Mais donc, tout le monde n'est pas fait non plus pour être salarié. Et c'est ok avec ça. Et Ouais. chacun s'épanouit là où il veut. Mais ce que tu dis sur le fait qu'on valorise trop les levées de fonds, j'espère que ça va aussi changer. Je partage totalement ton point de vue. Et on le voit, il y a quand même certaines boîtes là. Je pense à Lemlist ou Mm. Germinal, voilà, qui prennent des vraies positions fortes en disant nous on veut pas lever de fonds, on veut grandir, scaler, mais à notre rythme et en étant responsable aussi, en ayant une éthique, enfin ce genre de sujet. Mais je pense que c'est important qu'on reparle de rentabilité. Ouais. Parce que lever des fonds, c'est un métier et c'est pas facile. Tu vois, nous, on a échoué. Donc, c'est pas parce qu'on a échoué qu'on a réussi après. Après, ce qui s'est passé quand on gagne le FER 500, on reçoit des propositions de fonds américains, Accel, les plus gros fonds, hein, Partech et tout le tralala. Enfin, en tout cas, qui nous contactent et qui nous disent, les gars, vous avez gagné le prix, on veut vous rencontrer, on vous avait pas dans les radars, on a dû louper quelque chose. Et nous, à ce moment-là, on veut plus lever de fonds. Donc moi, je leur réponds poliment, je dis merci de votre intérêt, mais globalement, on cherche pas à lever des fonds. Et là, ils ont l'impression qu'ils ont affaire au Rolling Stone, quoi. Globalement, ils viennent te voir en disant on est un des fonds américains les plus connus, on leur présente et les mecs veulent pas lever, mais attends, il y a un truc qui va pas, quoi. Et en fait, je leur dis mais vous savez, on est rentable. Et là, quand tu leur dis que t'es rentable, tu les douches un peu parce que ça les intéresse pas les boîtes rentables. Ce qu'ils veulent, c'est des boîtes qui perdent de l'argent mais qui font de la croissance. Et on faisait de la croissance, mais on était rentable. Mais le fait d'être rentable, du coup, tu passes dans une catégorie où on va valoriser ta boîte sur ton taux de rentabilité, alors que quand tu es dans une phase de croissance, on te valorise sur un potentiel futur, sur quelque chose qui n'existera peut-être pas, sur un Oui, parce imaginaire. que eux, ils veulent faire Ils veulent fois faire 5 fois l'infini. 10 Ils voilà, veulent c'est faire ce ça. qu'ils appellent un home run dans leur fonds, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'avec un des 10 investissements qu'ils font, pour caricaturer, ils remboursent les 10 autres investissements. Donc l'image du baseball est de faire un home run. Mais ce que je disais sur la levée de fonds qui fait qu'à un moment donné, et moi aujourd'hui j'essaie de donner un autre message à des startups, c'est que quand on crée une entreprise, on est quand même assez ancré, on aime quand même la liberté, ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand on fait rentrer des fonds, on perd de la liberté.
Donc ce qu'on Mmh. voit pas derrière l'article, dans Madines sur telle levée de fonds, on voit pas que, le salaire du dirigeant, il est validé par, les nouveaux investisseurs. On voit pas que, Mais s'il pour doit toute prise prendre de décision une décision importante, importante, voilà, il il apprend va plus tout devoir en seul, hein. référer à ce board et ainsi de suite. Donc ce qui est beaucoup mis en avant, c'est: «Oui, mais c'est de la smart money», c'est-à-dire qu'on va être autour de table avec vous et quand vous prendrez la décision, on va vous aider à prendre cette décision. Bah, oui, c'est souvent des mecs brillants, très bien câblés, tout ce que tu veux. Mais pour avoir fait un peu de conseil en stratégie, j'ai fait un peu de conseil en stratégie. Je trouvais ça d'ailleurs assez bizarre parce que je sortais d'école de commerce, j'avais jamais bossé et je conseillais des chefs d'entreprise sur ce qu'ils devaient faire. Et j'en avais aussi vu les limites parce qu'il y a des moments quand j'allais voir des patrons, que je leur disais voilà ce que vous devriez faire. Dans ma tête, je me disais mais mec, quitter pour faire ça. Ok, t'as pris plus de temps de travailler sur ce sujet parce que eux sont les mains dans le cambouis, donc tu peux prendre un petit peu plus de hauteur. Mais donc la smart money, bon, c'est bien. J'ai envie de dire, c'est un nice to have. Si le mec ou la femme de ce fonds apporte un peu plus de valeur, tant mieux. Mais au fond, quand on fait rentrer un financier, quand on fait rentrer un nouvel actionnaire, on perd un peu en liberté. Et donc cette image de moi qui est importante pour moi, en tout cas cette grande liberté, on la perd. Et donc c'est Mmh. aussi pour ça que les levées de fonds, je suis assez, j'ai envie de dire, assez mesuré dessus. Je dis, il y a certains business où il faut le faire. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. des modèles économiques où il faut aller lever beaucoup de fonds, mais ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait un vrai plan de marche et que ces fonds soient là temporairement jusqu'à l'atteinte de la rentabilité. Parce que finalement, créer une entreprise, c'est un jeu de société. Et moi, j'adore les jeux de société. Et donc, quand on joue à un jeu de société, je déteste quand quelqu'un joue avec des règles différentes des miennes. Donc, lever des fonds, on a le droit de lever des fonds. Mais il faut qu'à un moment donné, ce soit rentable. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment Mmh. donné, on retombe sur la rentabilité. Et là, je l'ai vu avec cette crise dans notre secteur. Il y a des acteurs qui ont été très impactés, des concurrents à nous, qui ont levé beaucoup de fonds, où moi, ça fait des années que je dis, mais ils n'ont pas un modèle rentable, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas, et où je suis pas content qu'aujourd'hui les boîtes se cassent la gueule, mais où à un moment donné, je dis, bon, il y a aussi un moment où il y a une réalité de terrain. Et là où l'exercice, ce jeu de société, il est intéressant, c'est que le but du jeu, c'est avec des moyens d'arriver à et une entreprise, c'est l'objet d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Il faut qu'elle gagne de l'argent. C'est ce jeu-là et donc qu'elle soit rentable. Ça veut pas dire gagner des millions, milliards, ça veut dire gagner de l'argent, Mmh. ça veut dire que globalement, créer de la valeur. C'est-à-dire, j'arrive le lundi matin, quand je repars le vendredi, j'ai créé quelque chose qui a une forme de valeur, qui est matérialisée par cet argent. Et je trouve que, on porte au nu des gens qui ont levé de l'argent, mais qui n'en ont pas créé. Et Mmh. j'aimerais des fois qu'on dise: «OK, eux, ils créent de l'argent». Parce que créer de l'argent, c'est créer de l'emploi, c'est créer des investissements futurs et c'est d'être dans une logique, au moins à moyen terme et de Mmh. pouvoir se projeter et qu'elle ait des bases saines. Et donc moi, le modèle des licornes, tous ces modèles un peu, ouais, un peu fantasmés, bah, je suis assez dubitatif et j'aimerais qu'on parle j'aimerais qu'il y ait des articles de fond sur, moi je serais ultra intéressé qu'un journaliste m'appelle et dise: «OK, parlez-moi de votre rentabilité. J'ai envie qu'on parle de votre rentabilité. Est-ce que vous êtes rentable? Comment vous êtes rentable? Comment vous expliquez que vous êtes rentable? Comment vous allez, vous maintenir par rapport à vos concurrents?» Par contre, non, on parle de: «Bon, bah, on lève des fonds pour faire quoi? Pour aller acheter» et je peux le faire l'article. Tartampion lève des fonds, pour, se développer à l'international et offrir et disrupter le Avec monde. la photo des fondateurs, qui croisent les bras devant, Exactement. devant ouais, ouais. Mais Attention, il en oui, faut, hein. Il en oui, oui. faut. C'est important qu'il y ait des fonds, c'est important. Mais c'est pas ça devrait pas être le seul prisme qu'on prend. Oui, et puis même quand, un entrepreneur, lance une idée, c'est sûr que, s'il lance sa startup en ayant, tout de suite l'idée de lever des fonds parce qu'il pense que c'est la seule façon de réussir, bah, faut peut-être juste dire que non, c'est une des options, pour te développer, mais c'est pas l'option, la seule option, quoi. Mais c'est vrai que tout l'écosystème et cetera pousse peut-être un petit peu à ça. En tout cas, c'est la partie visible, en effet. Alors que, comme tu le dis, bah, il y a des centaines de startups qui, au quotidien, créent beaucoup de valeur, sont peut-être Mmh, pas mises en avant, mais créent beaucoup de valeur, et c'est ça qui est quand même très, très important. ouais et la médiatisation, malheureusement, elle est très liée à ça. Elle est Mmh. vraiment liée et tu vois, hein, d'ailleurs, au fond, on a levé 1 million d'euros, on a dépensé en besoin de trésorerie, en fait, on a dépensé que 200 000 euros. Donc capitalistiquement, c'était stupide parce qu'on a été dilué forcément. Mais par contre, ce que ça a apporté, ça je peux pas l'enlever, ça a apporté un tampon
le tampon, ils ont levé des fonds. Ça a apporté de la visibilité aussi et donc de nouveaux clients. Tu parlais tout à l'heure qu'on avait fait des opérations avec des croissances externes. On a un concurrent qui s'appelait WooTicket, qui était porté par Christophe Herbourg et Maurice Zozinger, deux super gars qui avaient monté ce projet à Nancy, qui était très bon techniquement. Commercialement, ils étaient un peu plus en retrait par rapport à nous. Et ils voient l'annonce, parce qu'à ce moment-là, comme on sait qu'on a levé des fonds, on recrute un CTO, un directeur produit, et ils nous disent, les gars, on s'est reconnus dans l'offre, parlons-en, parce que peut-être qu'ensemble, on sera plus fort. Génial. Et donc de là, bah, on les rachète, ils deviennent le directeur technique, directeur produit, et on construit la suite de l'aventure comme ça avec eux. Ça, c'est assez formidable. Est-ce que c'est un modèle qui est propre à votre secteur-là, à votre secteur à vous? Parce que au final, il y a eu, là, tu parles de l'aventure WooTicket, mais là, vous venez de faire une annonce assez importante là sur les derniers jours, qui est une association avec PlayPass, un acteur belge. Euh, En fait, comment on passe de plus ou moins concurrent à partenaire où l'un des deux rachète Ouais. comment ça se passe? Parce que Bah, c'est pas toujours évident. Parfois, c'est vraiment la garde tranchée. tu as complètement raison. Bah, en fait, alors il y a 2 choses. Déjà, c'est eux, hein, WooTicket, qui sont venus nous voir, donc c'était pas une Mhm. stratégie chez nous. Donc c'était eux finalement qui étaient peut-être les plus clairvoyants sur le sujet. L'opération WooTicket s'étant bien passée, ensuite nous on s'est dit que en fait c'était une bonne façon de procéder. C'est pas lié à notre secteur. Et là je me suis dit, et avec Sébastien qui est mon associé, on s'est dit mais tiens, c'est porteur de sens en fait, parce que tu as des gens qui sont ultra motivés, qui connaissent parfaitement leur secteur, qui à un moment donné se rendent compte de limites, de certaines limites, et qui peuvent avec nous euh, venir créer un ensemble qui est beaucoup plus puissant. Et, euh, et ça, je pense que c'est souvent une stratégie qui est pas assez poussée, en tout cas de se renforcer au niveau français. Là, on l'a fait au niveau européen, mais ça fait sens. Alors pour que ça puisse marcher, bah, il faut qu'il y ait déjà un respect avec les concurrents. Tu parlais de guerre de tranchées, bah, il faut pas qu'il y ait eu de coups de Trafalgar, on va dire, parce que s'il y a trop d'émotionnel, et ça peut pas marcher. Il faut qu'il y ait beaucoup de respect de part et d'autre, parce qu'il y en a quand même généralement un qui est plus petit et qui se fait souvent englobé, et qui va devoir se mettre dans la roue d'un autre projet avec un autre nom de société qui est pas celui qu'il a porté pendant des années. Une humilité aussi. Mais il faut de l'humilité pour ceux qui viennent rejoindre le produit, le projet. Ceux qui sont plus gros, en l'occurrence, c'était souvent WizEvent. On a tâché d'être ultra respectueux de cette valeur entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on est quand même, on pouvait pas les faire passer d'entrepreneurs à salariés d'un autre projet. Donc pour nous, on les a toujours considérés comme des associés, comme des entrepreneurs. Puis après, on a industrialisé cette façon de faire, c'est-à-dire qu'au niveau européen, donc aujourd'hui on est en France le deuxième acteur de billetterie derrière la Fnac, donc on a une vraie position en matière de billetterie, on travaille avec les plus gros événements français. Ça fait quoi quand même, juste, je te laisserai finir, mais c'est chouette quand même de se dire qu'il y a quelques années de ça, t'allais voir la Fnac, toi t'étais personne, t'étais tout seul avec ton petit événement de vélo, et qu'aujourd'hui vous êtes le deuxième acteur derrière. Quand tu regardes un petit peu le chemin, enfin déjà félicitations. Enfin moi c'est ce que j'ai envie de dire, mais ça c'est pas anodin quoi. Ouais, ouais, j'en suis très fier, t'as raison. Et après, je me dis, mince, on les a pas encore doublés. Mais non, oui, il y a un côté, on s'est beaucoup créé en opposition, tu vois, avec ces acteurs historiques. Mais au fond, il y a une forme de respect aussi, parce que c'est des acteurs qui sont là depuis longtemps, qui font bien leur boulot, tu vois. Ils font les choses différemment de nous. Ils apportent une valeur différente de nous, et on est assez complémentaires. Il y a des organisateurs qui bossent avec eux et avec nous. Mais oui, c'est beaucoup de fierté. Et surtout, tu te dis, bah tiens, on existe en fait. Le vrai moment où tu existes, c'est quand tu as du chiffre d'affaires. Et là, de te dire, tiens, on est deuxième sur un marché. C'est des petits marchés, hein, la billetterie, ça paraît, si tu veux, l'image de la billetterie, parce que c'est des événements très grand public, qui dégagent une certaine aura. Mais en termes de marché, c'est pas non plus des marchés gigantesques. Mais si, bon, voilà, on en est fiers. Et après, on se dit, ok. Et d'ailleurs, tu vois, on n'a jamais créé cette boîte en se disant, on va être le leader français. On a créé cette boîte pour nous, en se disant il y a un marché énorme, on va faire un truc cool et il y a du potentiel, et c'est l'occasion de créer une boîte. On n'avait pas l'idée, là ça y est, on a l'idée. Et puis après, on est devenu, et puis après, l'appétit vient en mangeant. En fait, tu vois, on a commencé à grossir, à prendre des parts de marché, et puis après, tu as envie d'être leader français, puis après, tu as envie d'être leader européen, puis après, tu dis, bon, bah, si je suis leader européen, pourquoi je serais pas leader mondial? Mais tu le fais presque par jeu. Tu sais, je parlais de jeux de société tout à l'heure. Mhm. Au fond, on passe 80% de notre vie au boulot, je caricature en tout cas quand tu bosses beaucoup comme toi et moi, j'imagine. Et du coup,
pour moi, c'est essentiel de faire un truc qui me plaît et c'est un jeu, essayons d'aller à la fin du jeu, tu vois? Essayons d'aller le plus loin possible si on peut, tu vois? Mais c'est pas non plus c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que tu peux prendre énormément de plaisir en faisant ton truc à ton niveau, mais quand je dis ton niveau, c'est pas en termes de valeur, c'est en termes de niveau local ou niveau régional ou peu importe. Ouais. Mais en tout cas, on prend du plaisir, on aime le sport et la compétition et donc ça nous amuse d'être dans ce jeu et d'essayer de dire: «Tiens, on va essayer de faire un peu plus grand» et dans ce cadre-là, tu vois, on s'est projeté un peu plus sur l'international et l'international, bon, il y a 2 façons de faire, hein. Soit tu y vas en croissance organique, donc ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on fait toujours en ouvrant des bureaux sur place et là, en l'occurrence, on garde toute la technique à Paris. L'idée, c'est de dire les Mmh. équipes techniques sont à Paris, on a des super développeurs en France, on a une bonne équipe et on a une très bonne base et dans ces pays-là, on va faire plutôt des représentations commerciales avec des équipes commerciales, des account managers et tout ce qu'on connaît mais c'est difficile. C'est-à-dire que, WizEvent, tu vois, on a commencé, ça a été fait à l'huile de coude au départ, hein. On a commencé avec nos propres réseaux, les fameux organisateurs qui voulaient notre solution. Donc là, tu arrives dans un nouveau pays, personne te connaît, personne connaît la marque WizEvent. Tu vois, tu disais tout à l'heure, quand je tape WizEvent, j'en trouve dans ma boîte mail. En Angleterre, personne en trouve dans sa boîte mail. Tu as une concurrence qui est déjà féroce. Ensuite, en 2008, on était innovant avec cette solution self-service, mais depuis des solutions self-service, tu l'as dit toi-même, il y en a plein qui sont arrivées, plus ou moins bien, plus ou moins chères, enfin différentes. Mais donc, tu repars pas à zéro, donc tu as une concurrence qui est établie, qui souvent a levé des fonds et donc qui est assez établie dans son marché. Et donc là, c'est plus compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a pris contact avec pas mal d'acteurs, de billetterie, cashless, parce qu'après, on a développé une solution de cashless qui sont des petits bracelets de paiement dans les festivals ou dans les stades de foot. Ouais, pour faire vraiment l'explication, le cashless, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est l'anglicisme, il porte bien son nom, c'est pas de monnaie, pas de cash, et donc quand on participe à un événement, on paye en sans contact généralement, et voilà, c'est ça que C'est exactement vous ça. implémentez en plus maintenant, que vous proposez en plus Ouais dans et ça, votre offre c'est de service. surtout sur des grands événements parce que, ça fait sens, notamment quand on est plusieurs jours sur un festival. Donc on a un bracelet en tissu généralement qui donne accès au samedi, au vendredi ou pour tout le week-end et dessus, on a ajouté une petite puce en plastique NFC qui permet de payer ses consommations. Donc ça fait sens quand on est là longtemps. Quand on va au théâtre, ça fait pas tellement sens parce qu'on consomme peu, et quand bien même on irait consommer, on va pas forcément se créer un bracelet et tout. Donc ça fait sens pour, des événements, des grands événements. On a fait la fan zone de l'Euro, on a fait le Vendée Globe, on a fait, et on fait quasi tous les grands festivals français. Et Mhm. là-dessus, on est devenu leader très vite. Enfin, en même temps, c'était une nouvelle techno, donc on est arrivé avec cette technologie, on l'a déployée à la grande majorité des grands festivals français. Et là, on a quelque chose qui est en avance par rapport aux autres pays européens. Donc, on a été voir nos concurrents billetterie ou cashless au niveau européen. Et comment on a fait pour que ça se fasse? Parce que tu dis, il y a souvent cette guerre de tranchées. Moi, j'arrivais vers eux, je dis voilà. Voilà, on est with Even, j'aimerais échanger avec vous. Donc, j'ai contacté sur LinkedIn. On fait comme là, tu vois, un échange soit téléphonique, soit en conf call. Et puis, je leur disais voilà, on est with Event. Voilà ce qu'on fait. Je leur donnais tous mes chiffres. Je dis voilà le chiffre d'affaires qu'on fait, voilà la croissance qu'on a, voilà la rentabilité qu'on a, voilà le nombre de salariés, voilà la stratégie qu'on a, on veut venir dans vos pays, voilà comment on veut faire. Et je leur disais, dans ce cadre-là, je voulais échanger avec vous parce que je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire. Et en faisant ça, il y a une part d'honnêteté. Donc globalement, quelqu'un qui te dit ses forces, ses faiblesses, qui te donne son chiffre d'affaires, soit tu dis ok merci puis c'est fini, soit si tu as envie de continuer la discussion, tu lui donnes des infos. Donc moi comme ça me permettait aussi d'avoir des infos, de savoir un peu ce qui se passe sur le marché. Et puis ensuite en même temps, comme je sais, parce que je suis pas naïf non plus, c'est un peu réfléchi tout ça, je sais aussi que comme on avait des chiffres avec de la rentabilité et de la croissance, je savais aussi que je montrais un peu les gros bras. Donc tu leur dis voilà, on est puissant économiquement, on est en capacité de faire des choses. Est-ce qu'on les fait ensemble ou pas? Mhm. Et des fois ça aboutit, pas abouti. Et puis par exemple là tu t'évoquais avec Playpass, Playpass qui est un concurrent basé en Belgique, qui était l'autre gros concurrent européen sur le cashless. On était les deux à se tirer la bourre. Donc guerre de tranchées, mais guerre de tranchées avec du respect, c'est-à-dire que un peu comme au rugby, tu vois, on se met des ramponneaux, mais à la fin on s'applaudit. C'était un peu cette logique-là et on les avait contactés. On avait essayé de faire une opération de les racheter il y a 2-3 ans. Eux avaient préféré lever des fonds et puis c'était un choix, tu vois, un choix entrepreneurial. Ils avaient avancé et là avec la crise, ça a rebattu un peu les cartes et le fait d'avoir échangé en amont, de se connaître, d'avoir déjà travaillé sur des scénarios, on aurait bossé ensemble et tout. Ils ont repris contact avec nous, on a rééchangé et puis on s'est dit mais est-ce que là c'est pas le moment de faire l'opération, de sortir vos investisseurs et puis de vous faire rejoindre le projet, de servir de tout ce que vous avez fait, de cette belle marque Playpass, de vos équipes en Amérique du Sud et ainsi de suite.
Et donc on a fait l'opération comme ça. Donc si tu veux, c'est une stratégie qui se prépare. Moi, je crois que ces concurrents, il faut les voir comme Des partenaires potentiels, ouais. ouais, avec une vraie logique de compétition. C'est-à-dire que pourquoi Prost était si fort parce qu'il y avait Senna à ce niveau-là, et pourquoi Senna était aussi fort parce qu'il y avait Prost. Donc cette compétition, elle doit tirer vers le haut. Il doit y avoir des tensions. C'est normal d'avoir des tensions avec ses concurrents. Mais quand c'est respectueux, ben, à un moment donné, tu te retrouves tous autour d'une bonne bière à la fin du match ou à t'applaudir quand les rugbymen sortent du terrain. Ben, c'est un peu ça, ou avec du profond respect. Tu vois, quand Prost et Senna, quand Senna, juste avant de se tuer, dit tiens, je voudrais passer un coucou à mon ami Alain Prost quand il est dans le tour de repérage du circuit, et ben c'est ces valeurs du sport aussi où tu vois, tu viens et tu dis bah voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut faire, mais pour ça j'ai besoin de concurrents ou de partenaires, et ça permet de créer d'essayer de créer ce projet, d'avancer comme ça. J'adore parce que moi qui suis un passionné de sport, tu m'as fait tellement de références sportives que je suis refait. C'est top. Non, mais c'est hyper intéressant en fait ce que tu dis parce que ça en fait c'est un vrai état d'esprit en fait de se dire que oui on a des concurrents mais évoluer avec eux pour tirer tout le monde vers le haut. Au final c'est bien tu vois parce que quand on est sur un secteur, comme tu le dis, qui est peut-être un peu concurrentiel, qui est un peu plus peut-être niché, ben c'est bien de voir ces concurrents aussi qui fonctionnent bien, parce que s'ils fonctionnent bien, ça veut dire que le marché au global fonctionne bien, Exactement, ouais. et donc ouais. Souvent, tu as des gens qui disent ah chic, j'ai pas de concurrent. Moi, dans ma tête, j'ai dit mais mec, c'est que t'as pas de marché en fait. C'est que quand on n'a pas de concurrence, et c'est un bon signe. Alors ça, je le dis d'autant plus aujourd'hui qu'avant, je le disais pas du tout. Moi, j'étais plutôt celui qui aime avoir tous les magasins de la rue pour être sûr qu'on vient forcément dans son magasin. Et Sébastien Tonglet, qui est mon associé, mais il disait toujours mais non, mais il faut qu'on ait des concurrents. C'est bon signe qu'on ait des concurrents. C'est bien que d'autres lèvent des fonds et tout. Alors forcément, avec lucidité, on n'a pas envie qu'ils deviennent plus gros ou qu'ils viennent trop nous gêner, mais tout ça, ça crée à dynamiser un marché, ça montre qu'il y a quelque chose. J'ai deux questions du coup pour aller être en lien sur la partie à la fois rachat et à la fois internationalisation. C'est quoi les bonnes pratiques quand tu intègres, absorbes une équipe, que ce soit concurrent ou alors sur une fonctionnalité, par exemple quand tu rachètes une équipe qui développe vraiment une technologie particulière. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager sur comment vous faites ça pour l'intégrer à votre équipe, que les gens intègrent votre culture, l'état d'esprit qu'il peut y avoir chez vous. Et sur la partie internationalisation, le fait d'avoir des équipes maintenant qui sont un peu distribuées partout, maintenant je crois que vous êtes sur tous les continents aussi Mm. avec le rachat de PlayPass. Tu vois, avoir des équipes à Montréal, en Amérique du Sud, qui parlent peut-être voilà des langues différentes. Comment vous mettez de l'huile dans tout ça pour que ça fonctionne bien? Bon, le vrai truc, la vraie difficulté qu'on a, je vais te dire un truc tout bête, c'est l'anglais. C'est-à-dire que quand on crée WizEvent au début, on le crée pour nous-mêmes, donc on se projette pas sur l'international. Quand on recrute les premiers salariés, bah, on recrute des gens qui connaissent le monde événementiel, mais on se pose pas la question de savoir s'ils parlent bien anglais. Donc aujourd'hui, notre langue de travail, la plupart du temps, je dirais que c'est 50% français, 50% anglais. Mhm. Et moi, le premier, je suis pas très bon en anglais. Mon associé est pas très bon en anglais, même si lui il est bilingue en espagnol. Le reste des équipes sont pas très bons en anglais. Donc ça, c'est une vraie lacune sur laquelle, tu vois, si je devais donner un conseil aux gens, c'est pas toutes les langues, mais l'anglais, malgré tout, il faut, quand on s'entoure de salariés, et notamment de salariés clés sur les postes importants, s'assurer qu'ils aient un très bon niveau d'anglais, pas un bon niveau d'anglais, mais un très bon niveau d'anglais. Tu vois, on a une fille qui s'appelle Léa chez nous, qui est la directrice produit, qui est franco-américaine, et donc quand elle parle anglais, bon, elle parle pas anglais, quoi. Elle est anglaise, tu vois. Enfin, elle est américaine même. Donc bah, la tonalité, les mots, le vocabulaire et tout. Et je le vois dans les échanges internationaux, ça aide beaucoup. Et donc ça, c'est un truc à travailler. Alors quand on l'a pas fait comme nous au début, bah, il faut essayer de le rattraper. Donc essayer de faire des formations, et puis prendre sur soi en fait. Hein. Du coup, je me force, je regarde des séries en anglais, et ainsi de suite. Mais comme c'était quelque chose qui n'était pas prévu, c'est quelque chose sur lequel on n'était pas prêt, pas très bon. Et puis en France, on n'est pas très bon sur les langues. Donc ça, c'était une des difficultés. Après, sur l'onboarding, comment on fait pour intégrer ces équipes et que ça se passe le mieux possible? Le premier truc pour moi, c'est de respecter ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un, écoute, ton ancienne culture, elle est pourrie, mais la mienne est mieux, adopte-la, c'est compliqué. Oui, ou même trouver des points similaires avec des moments où ça se rassemble. C'est ça, Et c'est ouais, créer moi aussi moi, ces tu vois, la formes de première synergie. prise de parole que je fais avec les équipes PlayPass, c'est de leur dire: «Écoutez, ça fait des années qu'on est concurrents, vous avez été un concurrent difficile pour nous. Si vous avez été difficile, c'est parce que vous avez fait du bon boulot. C'est une belle marque, et je veux que la marque continue à exister, donc on n'a pas vocation à la faire disparaître. On n'enlèvera jamais que vous êtes, des salariés de PlayPass et que vous avez été dans l'aventure PlayPass, et vous devez en être fiers, et nous, on le respecte à mort,
et by the way, bah, on est un groupe un peu plus fort maintenant. Il y a des choses que vous faites mieux que nous et d'autres qu'on fait mieux que vous avec WizEvent. Bah, celles qu'on fait mieux que nous, va falloir que vous essayiez plutôt de vous mettre dans la roue. Les choses que vous faites mieux que nous, on va essayer de les prendre pour les récupérer. On va faire un nouvel ensemble où il y aura des gens qui viennent de d'autres origines, mais qui partagent le même projet. Et tu vois, au fond, ce que je dis là, c'est un peu ce qu'on essaie d'appliquer sur les équipes, mais pas de façon, on n'a pas un plan RSE disant il faut qu'on ait telle parité, tel truc. Mais pour moi, WizEvent, ce qui compte, c'est les compétences des gens, quel que soit leur genre, quelle que soit leurs orientations sexuelles, quelle que soit leur religion, quel que soit le quartier d'où ils viennent, quels que soient tous les trucs qui aujourd'hui clivent tout le monde dans la société du matin au soir, en fait. Et moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que c'est des gens qui sont cool, avec qui j'ai envie d'échanger et qui apportent de la valeur et qui ont des compétences. Et on va respecter d'où ils viennent si eux, ils respectent un espèce de socle commun, pragmatique, de bon sens et de respect. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Après, les difficultés, bah, c'est pas simple, tu vois. Il y a quand même des différences culturelles dans certains pays. Tu vois, les Anglais, moi, j'ai toujours des difficultés. Quand je sors de rendez-vous, j'ai l'impression que j'ai signé parce qu'ils m'ont dit que tout ce que je faisais était extraordinaire, wonderful, great, un peu comme les Américains. Puis en fait, après, bah, en fait, tu te rends compte qu'ils disent ça à tout le monde tout le temps et qu'avant de signer, il y a un... Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est enrichissant. Et l'internationalisation nous, on est une vieille startup, hein, je te le disais tout à l'heure, je crois que c'était avant l'émission, on a été créé il y a 12 ans. Au fond, à chaque fois que tu lances un nouveau pays, que tu décides de t'internationaliser, c'est comme si tu recrées une startup, tu repars de zéro. Donc ça, c'est assez grisant et intellectuellement, c'est stimulant. Et donc, on essaie de s'adapter. Tu vois, il y a un autre truc aussi que dans l'aventure de WizEvent qui est un peu particulier, c'est que j'avais des profs à l'ESCP qui disaient ça, et je pense qu'en partie ils avaient raison, mais qui disaient beaucoup, il y a des bonnes personnes pour lancer les projets, il y en a d'autres pour aller jusqu'à 10 salariés, d'autres pour aller de 10 à 100, d'autres pour aller de 100 à... Et bon, pour l'instant, tu vois, on est un peu plus d'une centaine, mais je suis assez content de me dire que j'étais peut-être pas la bonne personne, mais en tout cas que j'ai su m'adapter. Alors avec des difficultés, franchement, il y a plein de trucs que j'ai loupés ou qu'on n'a pas bien fait ou pas fait aussi rapidement qu'on aurait dû le faire. Mais intellectuellement, je trouve ça très cool de s'adapter à chacune des étapes de la boîte. Parce que tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres façons de faire, il y a des choses plus ou moins passionnantes, il y a des choses dans lesquelles je suis plus ou moins bon, mais chaque évolution de la boîte en termes de stade permet de se repositionner, de se re-questionner, de continuer à apprendre, en fait. Ok. Et il y a un stade ultime, il y a un truc où tu te dis, parce qu'une boîte, c'est jamais fini, hein, par essence. Surtout une start-up, faut tout le temps faire de la R&D, faut tout le temps penser les coups d'après, voilà. Mais pour reprendre l'analogie du jeu de société, est-ce que tu vois la fin de la partie, toi? Est-ce que tu te dis quand on sera arrivé à tel stade, ouais, là, ça sera génial et Mais je pense plus que les trucs qui font que j'arrêterai, il y en a plusieurs. Il y a le moment où je me dirais que là, je suis plus la bonne personne. Mhm. Parce que je me sentirais plus, tu vois, je me dirais, tiens, là, j'apporte plus de valeur à cette société. Le moment où je prendrai plus de plaisir. Et tu vois, typiquement, le moment où Seb, mon associé, demain décide de partir, je pense que je pars dans la foulée, je le dis tout le temps, mais parce que ce projet, il n'existerait pas sans cet associé. Et c'est lui qui a eu l'idée. Moi, je le trouve brillant, en fait. Et le succès de WizEvent, c'est surtout Sébastien. Alors, c'est beaucoup moi qui en parle parce que lui, ça l'intéresse pas, et puis que moi, ça m'amuse d'en parler, et puis que je trouve que c'est bien pour la boîte d'en parler. Mais c'est une aventure où donc on était ensemble à Dauphine, on n'était pas potes, hein, au sens amis, mais on était des potes, mais pas des amis. Et on est devenus par la force des choses des amis et j'ai envie de dire même des meilleurs amis du monde. Tu vois, on passe nos journées ensemble. Et le jour où il arrête, je pense que j'arrêterai. Après, on s'est pas fixé d'objectif à se dire tiens si un peu comme au sport, tu vois, tu dis tiens une fois que j'ai gagné cette compétition, j'arrête. Je pense que ce qui fera, c'est surtout la notion de plaisir et assez lié à ça la notion de croissance. Alors la croissance, pour la croissance, c'est pas forcément le meilleur des trucs, mais ce que j'évoque par la croissance, c'est le côté dynamique derrière. Mhm. C'est-à-dire le côté, c'est pas d'aller chercher des chiffres de croissance toujours plus fous, mais c'est de se dire ok, on fait quelque chose qui a du sens, qui évolue, qui est dynamique, en fait. C'est ça. Oui, et puis il y a peut-être aussi des rêves, comment dire, qui sont peut-être pas forcément liés à la croissance, mais j'en sais rien moi sur l'obtention d'un événement. Je sais pas moi, tu vois, il y a les JO Ouais. en France qui seront en 2024. Alors je sais pas du tout comment ça se passe, Bah, ça s'il y sera a pas des du appels d'offres ou quoi. Enfin voilà, c'est Ouais. pas vous, mais Il y a des donc appels d'offres, mais bah, si on a répondu sur une partie, on n'a pas été pris parce que ils ont considéré qu'on était un peu trop petit, puis bon, il y avait certainement meilleur que nous. Donc oui, tu vois, t'as raison, ça reste des motivations. On a le festival Tomorrowland en Belgique, qui est un des plus
grands festivals au monde, ça fait des années qu'on discute avec eux. Playpass, ça fait des années qu'ils discutent avec eux. Et ça, oui, tu vois, c'est un peu, c'est pas des rêves de gosse parce que petit, c'était pas un objectif, mais ça fait partie Des beaux effectivement, challenges, ouais. ouais, des super challenges où tu dis si tu les signes, tu vois, j'ai des souvenirs comme ça quand on a signé la fan zone de l'Euro, quand on a signé les Euroken, qui était le premier gros festival qui bossait avec nous, les vieilles charrues, où tu vois, t'es dans le bureau, puis t'en as un qui se met à gueuler comme un fou, on va faire des photos dehors pour fêter le truc. Ça, c'est des super souvenirs. Donc oui, ça pourrait en faire partie. Et après, non, c'est plus ce qui ferait qu'à un moment donné, je décide d'arrêter aussi. C'est peut-être aussi des projets de vie, tu vois, où je me dirais, bah, peut-être que j'ai envie de faire autre chose. Peut-être que j'ai envie de faire quelque chose qui a plus de sens. Alors non pas que Event n'ait pas de sens, mais en tout cas quelque chose qui ait plus d'impact. On n'a pas un impact négatif, mais on change pas non plus le monde, tu vois. Event est une boîte qui est, j'ai envie de dire, assez saine, mais l'objectif premier, c'est pas de changer le monde. Mais je me dis, tiens, peut-être qu'un jour, j'adore la faune africaine, tu vois. Un jour, je me dis, tiens, pourquoi pas passer du temps, de l'énergie à essayer de protéger les rhinocéros, voilà. Donc des projets plus perso qui feraient, ou alors dans le sport, tu vois. Quand je disais que j'aurais voulu être Arsène Wenger, bah ça me titille un jour de racheter un petit club et d'essayer de le faire monter, ou voilà. Donc c'est plus des projets de vie qui feraient que j'aurais plus forcément le temps d'avancer sur WizEvent, mais comme ça aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est défini. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui est très t'as des gens qui sont très réfléchis, ou tiens, je fais ça pendant 5 ans puis ensuite je ferai ça. Je pense que c'est aussi la vie qui fera que voilà que ça évoluera dans un sens ou l'autre. Ouais, et puis en plus, on n'est jamais à l'abri d'une pandémie mondiale, par exemple, qui peut nous tomber dessus. Je voudrais juste que Ça j'en non, ai quasi. ça je veux pas ça. Non, ça je veux pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la vie est pleine de surprises en fait en soi. Ouais. C'est-à-dire que t'as beau prévoir et prévoir à 5, à 10 ans, j'en sais rien, mais en fait t'as des choses qui nous arrivent et c'était pas prévu et il faut faire face à ça. Ouais. Et j'ai pour habitude de quasiment pas parler de cette crise sanitaire sur le podcast, mais avec toi, j'ai quand même envie d'en parler parce que de ce que j'ai vu, c'est moins 80% de chiffre d'affaires. Et alors là, je me dis, il y a eu quelques nuits, à mon avis, pour toi, ça a dû pas mal cogiter. Est-ce qu'on arrive à dormir dans ces moments-là, tu vois? J'aimerais bien t'entendre là-dessus parce qu'au final, voilà, ben, vous avez préservé quand même bien l'existant et plus que ça. Et surtout, vous vous êtes mis à penser déjà à la suite, tu vois. Et ça, je pense, que c'est aussi un bon état d'esprit d'entrepreneur de dire, OK, il y a un truc qui nous tombe dessus. Maintenant, on va pas juste se plaindre et on va essayer de trouver des solutions, quoi. Ouais. Bah, alors, je vais te surprendre, mais j'ai très bien dormi. Enfin, très bien. Non, j'ai pu être un peu agité, mais globalement, j'ai jamais été inquiet sur l'avenir de WizEvent. J'ai jamais été inquiet parce que, déjà parce que je me plantais sur un point, c'était que je pensais que ça serait une grippette au début, et je pensais qu'à l'été 2020 ça aurait repris, puis après je pensais qu'en septembre ça aurait repris, puis après je pensais qu'à Noël ce serait bon, puis après je pensais qu'en l'été 2020 il y aurait des festivals et ainsi de suite. Bon, je me suis loupé sur toute la ligne. Donc des fois, quand t'es naïf, enfin, ou en tout cas quand t'es à côté de la réalité, tu vis la réalité de façon un peu plus simple quand tu dis que ce sera fini dans 15 jours, mais en fait qu'il y a encore 1 an et demi après. Si on m'avait dit ça va durer 2 ans, je pense que j'aurais très mal dormi à l'époque. Ouais. Donc ça, je pense que ça m'a aidé d'être à côté de la plaque. Non, le deuxième truc peut-être plus rationnel, mais qui a fait que j'étais assez serein, c'est que tout à l'heure, je parlais de rentabilité. Et la rentabilité, c'est la liberté. La rentabilité, c'est de la trésorerie, c'est des réserves, c'est de la sécurité, et c'est aussi pour ça qu'une société, elle doit gagner de l'argent, parce qu'on n'a jamais distribué de dividendes depuis le début, et donc tout cet argent avait été réinvesti, ou en tout cas gardé en réserve, et bah, les réserves, elles servent à ça. Et donc je savais que j'avais les réserves pour passer plusieurs hivers difficiles, voire même plusieurs récoltes dramatiques. Et donc ça m'a sécurisé. Et ensuite, ce qui n'était pas prévu au départ, mais l'État a joué son rôle en amortissant au maximum le choc. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si l'État n'avait pas joué le jeu? On aurait pu se servir de nos réserves. À court terme, on aurait dit OK, eh ben on va perdre de l'argent, on va se servir de nos réserves pour préserver notre outil. Et notre outil, c'est quoi? C'est nos équipes, pour garder nos équipes, pour qu'elles soient à côté de nous. Mais à un moment donné, j'aurais été obligé, peut-être au bout de 6 mois, de dire bon bah là on a joué le jeu pendant 6 mois, mais la crise est plus dure qu'on le pensait, et là on va malheureusement devoir se séparer de gens parce que bah il y a pas de travail, vous le voyez, et parce qu'on peut pas taper indéfiniment dans ses réserves, parce qu'on en aura besoin peut-être pour d'autres opérations, pour le futur, et que cet argent il n'a pas vocation à être là. Et comme l'État a joué le jeu sur le chômage partiel, bah ça a évité qu'on ait eu ce choix ultra douloureux à faire.
tout ça mis bout à bout, plus les mois de janvier et février qui avaient été des bons mois, plus on avait géré pour la mairie de Paris la distribution des masques. C'est-à-dire qu'il y avait plus de spectacle, mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la distribution de masques. Et donc, en Ok. fait, les gens s'inscrivaient sur le site de la mairie de Paris pour aller chercher leurs masques en pharmacie. Et on a équipé les 900 pharmacies de terminaux de contrôle d'accès, les mêmes qu'on utilise pour entrer dans un concert ou un festival. Donc ça a permis de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Et puis un petit fonds d'activité où malgré tout à l'heure, je disais qu'on travaille avec tout type d'événements. On a à peu près 15 000 organisateurs d'événements chaque année qui vendent des billets avec notre plateforme. Dedans, il y a les plus grands, comme Exposium, les grands salons, salons d'agriculture et tout, et les tout petits. Et les tout petits qui étaient sous les restrictions de 100 ou 1000 personnes, ils ont pu continuer à faire leurs cours de yoga, leurs petites courses à pied, les petits concerts, et ainsi de suite. Et donc ça a permis de faire toujours rentrer un petit peu d'argent. Donc tout ça mis bout à bout a fait que on a réussi à passer cette crise, j'ai envie de dire, sans, en tout cas abîmer les perspectives futures. Parce que ce qui était important pour nous, c'était d'être prêt à ce que ça reprenne. Beaucoup de gens parlent du monde d'après. Alors effectivement, il y a des choses qui vont changer, mais je pense que l'événementiel reviendra. Alors avec des mesures adaptées, mais en tout cas, la question de est-ce qu'en fait on fera que des événements hybrides dans le futur ou que des, je pense que tout le monde en a ras-le-bol d'être devant son ordi, qu'on a tous besoin de se retrouver. Et au contraire, je pense que quand ça va repartir, ça va repartir assez fort parce qu'il y aura ouais, ce besoin de sentir, je le dis tout le temps, mais sentir l'odeur des frites, entendre le stade vibrer, les applaudissements, les basses quand on est à un concert, le noir dans la salle de théâtre, tous ces trucs-là qui manquent. Je suis convaincu que ça va revenir. Et on était quand même dans une société où avant cette crise, on parlait beaucoup d'une société de l'entertainment, où il faut vivre des moments, il faut être présent dans des lieux, il faut faire. Je pense que ça reviendra quand même. Donc je suis assez serein sur le futur, épuisé moralement de cette période, de ce sorte de faux plat, tu vois, qui n'en finit plus, euh, et un petit peu inquiet quand même sur la capacité pour nos équipes, pour moi aussi, à reprendre un rythme de travail normal. Tu vois, Ouais. quand il va falloir se remettre à bosser, ça va faire un peu bizarre, je pense. Et justement, tu parles de ton équipe. Comment on arrive à aussi mobiliser et à quand même insuffler, tu vois, une énergie aussi dans ces moments-là. Tu vois, tu parlais de coach sportif, de Arsène Wenger ou autre, mais tu vois, je pense qu'il y a des parallèles aussi à faire quand une équipe est un peu dans un moment dur, il faut arriver à trouver les clés, les mots, à retrouver l'émotion qui fait on a envie d'y aller et de se battre. Des fois, on y arrive, alors on y arrive plus ou moins bien. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner des perspectives, tu vois, en disant, déjà, premier truc, la boîte va pas disparaître, donc de les rassurer, ça, je pense que c'était important. De leur dire, voilà, les mesures qu'on met en place, on va les tenir pendant une durée assez longue, ce qui permettait pour eux de se projeter. Dans le quotidien, hors crise, ce qui fait que notre métier est assez motivant et que j'ai pas besoin d'être un excellent manager pour que ça tourne, c'est que les événements pour lesquels on bosse sont suffisamment passionnants et ils ont une temporalité qui fait que de toute façon on doit être prêt à une date donnée. Donc ça facilite tout ce process. Et puis c'est gratifiant de travailler sur ces beaux événements. Il y a une forme de dynamique, on a des équipes assez jeunes, donc il y a une dynamique naturelle qui se fait dans la boîte. Donc, et là en période de crise, il faut essayer de la remplacer. On n'y arrive pas très bien, hein. J'ai pas de solution miracle. On fait comme on peut, on s'appuie beaucoup sur nos managers. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus en direct avec toutes les équipes, donc on s'appuie beaucoup sur les managers. Donc c'est plutôt eux qu'on essaie de garder plus proches de nous. Tu vois, on a mis en place un petit rendez-vous toutes les semaines où chacun fait un point, donne ses infos. Donc c'est des moments un peu clés où ça permet nous de sentir des alertes, de faire redescendre des infos. Une fois par mois à peu près, ou tous les mois et demi, on essaie de prendre la parole devant toutes les équipes pour dire voilà les nouvelles qu'on a, voilà les perspectives qu'on a, voilà les infos de façon aussi transparente. Euh, voilà, mais tu vois, j'ai pas de mesure, j'ai pas un truc Ouais. extraordinaire, quoi. Beaucoup de communication au final, c'est la clé aussi. Ouais. Top. Merci pour tes réponses. On va tranquillement finir. Merci beaucoup pour ton temps jusqu'ici. Et je trouve qu'il y a plein d'enseignements dans tout ce que tu as dit. Donc, merci. Toi qui es justement aussi mentor et coach encore, j'ai le vu euh, dans un incubateur et tu as une grande place. On n'a pas parlé de Paris Co, mais je mettrai quand même un lien vers la structure. Mais donc toi, tu vois aussi maintenant à ton tour passer pas mal d'entrepreneurs et de gens qui portent des idées et des projets. Quels sont voilà les premiers mots souvent que tu as à ces entrepreneurs que tu rencontres, tu vois, les premiers axes sur lesquels ils doivent travailler ou alors des petites qualités à développer? Moi, le truc qui m'apporte le plus quand on me présente un projet, c'est l'équipe et la raison psychologique
Enfin, je leur demande pas comme ça, je dis pas pour quelles raisons psychologiques vous créez une boîte, mais j'essaie de la comprendre au travers de ce qu'ils disent et au travers des questions que je pose. J'essaie de comprendre quel est leur moteur. Qu'est-ce qui Mmh. fait qu'à un moment donné, ils sont tournés vers l'entrepreneuriat plutôt que vers le salariat? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont démissionné? À qui ils veulent prouver que, ils valent peut-être plus que ce qu'on a pensé d'eux? À quel moment ils vont s'arrêter? Pourquoi ils le font? Tu vois? Ça m'intéresse beaucoup de comprendre ces ressorts parce que, au fond, c'est les mêmes ressorts qui font avancer les sportifs souvent et qui nous font tous avancer. Donc de les comprendre, ça m'intéresse et ça me permet de mieux aussi comprendre leurs réactions après. Donc je suis beaucoup là-dessus. Hem et après, je m'intéresse plutôt à comment La ils rentabilité. non, alors pas tout de suite, pas tout de suite. Mais oui, alors par contre, j'essaie de comprendre comment ils gagneront de l'argent. Ça Mmh. m'intéresse. De me dire: «OK, est-ce que c'est un modèle sur lequel on peut gagner de l'argent? Comment on peut en gagner? Hem, quelle est la valeur qu'eux, ils vont apporter?» Donc c'est ce que je regarde et tu vois, au travers de Paris Co, en fait, Paris Co, on a été incubé chez Paris Co en 2012, quasiment quand on a levé des fonds. Puis donc Paris Co, pour ceux qui nous écoutent, c'est un réseau d'incubateurs à Paris, une dizaine d'incubateurs, des plateformes sur chaque secteur. Donc il y a le e-sport, le sport, le tourisme, les RH et tout. Et c'est à peu près 800 startups incubées. Donc effectivement, j'ai pas mal d'échanges avec ces structures parce que je suis devenu président de cette association. Hem et bah, ce que je regarde derrière, c'est surtout de voir, ouais, dans quel écosystème ils évoluent, quels sont leurs concurrents, comment ils se positionnent. Mais bon, les questions un peu génériques. Le Mmh. coaching, j'en fais plus à proprement parler, j'en ai fait beaucoup à Ouais. l'ESCP mais depuis 2-3 ans, j'ai arrêté parce que j'avais plus trop le temps. Parce que aussi j'ai beaucoup de mal à être en pointillé sur un projet. Mmh. Autant la partie où on me pitch et tout, ça m'intéresse, mais après, le fait d'être beaucoup pris par WizEvent m'empêche, en tout cas rend difficile, du suivi. Tu vois, j'ai un tout petit peu investi en Business Angel, mais je prends pas de plaisir dedans. Parce que Ouais. je me sens un peu passager clandestin et en tout cas moins motivé à être opérationnel à leur côté. OK, merci. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un écueil, alors que soit, toi que tu as fait que en démarrage, ou alors que tu vois régulièrement passer, tu vois un truc assez classique sur lequel parfois on peut se tromper ou on peut se mettre de l'énergie dedans alors qu'en fait c'est peut-être pas forcément la priorité. On a parlé de la levée de fonds. Je pense que ça peut en être un, tu vois, de dire, se concentrer trop sur la levée de fonds alors que au lieu de développer la valeur qu'il y a sur son produit. Mais est-ce que tu vois aussi, tu vois, un truc sur lequel il faut peut-être pas perdre trop de temps ou Hem, le plus dur, je trouve, en tout cas pour des gens qui, comme moi, ont un profil, et puis ça fera le lien aussi avec ce que vous faites, mais qui ont un profil, plutôt marketeux, communication. Le plus dur, c'est d'avoir un produit technique parce que la plupart des startups dont on parle sont des boîtes qui sont dans le SaaS, donc qui développent des logiciels web. Bah, le plus dur, c'est de trouver la bonne équipe pour monter ce projet, et c'est là-dessus, au début, je pense on a fait l'exercice un peu bête de faire une liste au Père Noël avec un cahier des charges complètement dingue et de passer par la boîte qui coûtait le moins cher. Je pense que le vrai truc à faire, c'est quitte à créer une boîte, quitte à prendre des risques, il faut aller au bout. Alors on n'a pas des moyens infinis, hein, tous, mais il vaut mieux se donner 3 mois d'espérance de vie en ayant pris les bonnes équipes et les bons accompagnements techniques, plutôt que de se donner 9 mois d'espérance de vie, mais d'avoir quelque chose techniquement moins solide pour le futur. Parce que si ça décolle, les bases seront d'autant plus solides. Et si ça ne décolle pas, c'est aussi peut-être parce que le produit n'était pas prêt. Donc c'est le truc sur lequel je pense qu'il ne faut pas lésiner et qui est vraiment stratégique. Et d'arriver à créer une relation aussi très forte avec un associé technique. Nous, on est deux associés marketeux on a eu un associé technique au début, on était 3 au départ, et maintenant on est 2, mais on a par la force des choses avec les acquisitions, on a eu d'autres directeurs techniques et tout, qu'on considère maintenant comme des associés. Mais ça, c'est essentiel d'arriver à trouver ces équipes, ces gens-là, soit en interne, soit en externe. Et tu sais de quoi je parle, mais voilà, donc ça fait partie des points sur lesquels je serais très vigilant si je devais recréer un projet, c'est d'avoir vraiment la bonne équipe technique ou en tout cas le bon maillon pour m'accompagner. ça marche. Top. Merci. Toi qui as l'habitude de faire énormément d'interviews, d'être pas mal présent dans les médias, de faire beaucoup de podcasts, etc. Est-ce que il y a une question que je ne t'ai pas posée, un sujet sur lequel tu aurais aimé voilà avoir une petite prise de parole? Dans ce cas-là, je te laisse libre de partager ça, ou sinon, ben, en dernier, voilà, si tu as une ressource à nous recommander, ça peut être, je sais pas moi, un livre, un site web, quelque chose, toi qui t'aide en tant qu'entrepreneur, que tu as envie de partager. Ouais. Bah, écoute, c'était déjà assez complet. Non, ce dont on parle Ouais. peut-être pas assez, c'est les sacrifices
tu sais, on en a un peu parlé tout à l'heure, les sacrifices de l'entrepreneur, les sacrifices qu'on fait quand on porte un projet, qui sont assez visibles aussi pour la famille, pour les copains. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien mesurer parce que c'est des choses qu'on peut payer après. Tu vois, moi, j'avais beaucoup de potes quand je suis sorti de Dauphine, le SCP. Et puis quand tous les jeudis, tu vas pas au pot, quand le week-end tu bosses, tu peux vite perdre le contact et le fil avec tous ses copains. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis pour la famille, cet investissement un peu dingue, il peut être pesant. Donc après, il faut arriver à trouver un bon équilibre. Donc ça, je pense que c'est un point qu'il faut. Et globalement, j'ai envie de dire, l'entrepreneur, il faut qu'il prenne soin de lui, en fait. Parce que tu m'as dit, tiens, présente-toi, puis après, présente WizEvent au début. Puis dans ma Ouais. tête, je me suis dit, ouais, mais WizEvent, c'est un peu une partie de moi. Et c'est vrai, on a tendance, quand on crée un projet, à ce que ce soit une partie de soi, mais il faut pas qu'on oublie le porteur physique du projet pour s'aérer physiquement, puis même mentalement. Donc je crois que c'est important pour tenir dans la durée. Donc voilà, et après un conseil, moi ce que je peux dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de Bordelais qui nous écoutent, c'est que Paris & Co, ça peut être un bon outil pour des startups qui sont sur Bordeaux et qui ont besoin d'un appui local avec beaucoup de réseaux sur Paris, dans des secteurs bien définis. Et ça peut servir de pied-à-terre avec des petits bureaux occasionnels, ce qui colle bien avec le nouveau mode de travail. Donc ça peut être une piste de contacter les équipes de Paris & Co. Et tu le dis pour Bordeaux, mais c'est valable si quelqu'un écoute ça à Strasbourg, à Toulouse, Exactement. à Lyon, à n'importe où, Ou à quoi. Dijon. Ouais. Ou à Dijon, évidemment. Même si Bordeaux-Dijon a eu lieu il y a pas longtemps, donc j'ai pas forcément Oui, envie c'était d'en hier. parler, mais Ouais. pour toi. On n'est pas sur une bonne série, non. Mais écoute, merci beaucoup Pierre-Henri. Voilà, il y a beaucoup de valeur et puis je te remercie beaucoup pour ton temps. Voilà, vous avez beaucoup de travail et de défis à relever en ce moment, donc merci d'avoir accordé ce temps-là et merci pour les gens qui vont écouter. Surtout, je pense que c'est très utile que des personnes comme toi, voilà, ayant un parcours assez chevronné, ça a été dense et riche. On en a parlé avec plein d'étapes de vie dans la vie de WizEvent. Donc, je pense qu'il y a énormément d'enseignements à retirer. Et donc, je te remercie et comme à chaque invité pour ce partage qui est vraiment au top. Vraiment, merci beaucoup. Moi, ça me rebooste vraiment à chaque fois. Donc, Cool. En tout cas, merci de l'invitation, puis de prendre le temps de mettre en avant les entrepreneurs. Tu vois, le truc que j'ai le plus aimé quand j'ai appris l'entrepreneuriat à l'ESCP, c'est quand il y avait des entrepreneurs qui venaient parler de leurs aventures et que tu leur donnes la parole et tout, c'est cool. Donc continue bien et merci, le moment était sympa. Cool. Merci Pierre-Henri, à bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.